perceuse. Tu n'entends pas ta perceuse? Putain, moi j'ai l'impression que je suis j'ai l'impression qu'elle me perce comment t'appelles ça là, ouais, qu'elle me perce la tête quoi. Enfin, on va essayer de le faire peut-être un peu plus comme ça. Ouais, là, ce sera mieux. Voilà, parfait, comme ça, c'est top. Je vais faire quand même ma coupe de cheveux, celle de Yannick. Ouais, bon, c'est kiff-kiff, hein, je t'explique. Là, mec, c'est parce que t'as les cheveux attachés, gros. Franchement, tu les détaches, je préfère celle de Yannick, mais 1000 fois, quoi. Sinon, je peux me mettre comme ça, Allez, c'est cool. Et tous les deux avec la bouteille d'eau, ça peut pas clicher, ça. En même temps, j'ai suivi une prière. Ah, gros, on est en direct, là. Attention à ce que tu dis. Allez, moi aussi. Je me mets, Ah non, on est en direct, ça y est, hein. Il y a Baptiste Géller qui... le truc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur vos téléphones, voilà, en baissant le son. Comme ça, vous voyez un peu là ce qui se passe. Et limite, ouais, vous pouvez faire une photo d'écran et dire que vous êtes en direct. Comme ça, au moins, tu vois, ça rameute du monde. Ça peut être sympa à faire. Déjà, on me traite de Marek Hamzik, ça me plaît, ça. Allez, on attend un petit peu là. Thomas Pastry qui se connecte. Hein, copain de Fortnite. Il y a Baptiste Géller qui est là avec nous. Salut Batou. Allez, alors on va commencer petit à petit. Ah la vache. Après, forcément, c'est vrai que c'est con, c'est double. Ah, vas-y, gros, sérieux. Vous l'entendez pas, vous? Non. Ah, voilà, vache, c'est chaud. Ah, moi, je l'entends comme si le mec était à côté de moi, quoi. C'est un truc de malade, gros. Bon, du coup, les gars, salut, j'espère que vous allez bien, forcément. Donc, bon, on va commencer tranquille. Yannick, un peu, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton confinement actuel? Comment ça se passe, ce que tu fais? Et si ça commence pas à être trop lent un peu pour toi? Ça commence à être long, hein. Ça commence à être difficile, là, surtout qu'on commence à voir le bout. Donc c'est de plus en plus dur. Maintenant, on trouve des occupations qu'on n'a pas spécialement l'habitude de faire dans l'année. Moi, j'ai commencé à faire un peu de jardinage, donc ça change un peu. Donc, ouais, on essaie de trouver des occupations. Pas simple tous les jours, mais bon, on fait avec. Il y a quand même pire comme confinement. Oh putain, il y a Ricky Del Fuego qui vient d'arriver, Raphaël Cocheteux, il y a du lourd, attention les gars. Donc, et toi, William, donc du coup, tu es en Biélorussie? Ou t'es encore à l'entraînement avec ton club. Forcément, on a appris que la saison était arrêtée, mais tu continues à t'entraîner pendant encore un mois, quoi. Nous, ils ont arrêté, la fédération biélorusse a arrêté le championnat la semaine dernière. Mais en fait, dans le pays, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de quarantaine, donc on est libre d'aller venir dans la rue. Les commerces et restos sont ouverts encore. Il y en a certains qui prennent la décision de fermer quand même par sécurité, mais ça c'est leur propre choix. Donc ici la vie est relativement normale et nous, justement, de ce fait, on continue à s'entraîner. On continue à s'entraîner normalement. Mais c'est pas plus mal parce qu'au moins on reste en forme. Voilà. Alors, Raphaël Cocheteux qui me demande, on parle de la coupe de Yannick ou pas? C'est qui Cocheteux? Ouais, mais Raph, il peut parler des coupes de cheveux, il a jamais changé de coupe de cheveux de sa vie. C'est peut-être mieux pour certains. Non, La vie normale fait rêver. J'ai vu qu'en gainage, t'es pas terrible. Il parle de Yannick. Ah, il parle de Will apparemment. Ouais, je pense qu'il peut parler pour tous les deux, je pense. Non, il a mis Will. Bah écoute, mon petit Rafi, on se fait un petit concours quand tu veux. Hein. Je vais revenir dans le coin bientôt, donc... Il y a on va peut-être pouvoir faire un petit défi. Un petit défi, William Acambré à Raphaël Cocheteux sur le gainage. Ah, on peut. Hein. Qui tient le plus longtemps. Est-ce que Raph, tu relèves ce défi? Encore un peu. Il relève les défis, Raph. Raph, il relève le défi, tu penses? Allez, ça marche. Oh oui. Ah ouais. Il relève tous les défis. Hein. Par contre, est-ce qu'il y en a un des deux qui va relever le défi TikTok, là, qui fait avec sa femme les vidéos, là? Non, je pense pas, non. Alors, TikTok, j'aime pas trop cette application. Hein.
Au lever de coude après, d'accord. Écoute, je pense que là, il y a du level par contre entre les trois. Donc bon. Non, on fait gainage, on parie une petite bière. Allez. Bon, Raphaël, le défi est lancé. Celui qui tient le plus en gainage par rapport à entre toi et William. Le perdant paye à boire. Allez, c'est fait. On va, bon les gars, on va attaquer. Donc du coup, on va parler de vos débuts, comment vous êtes venus à vos sports respectifs. Après, donc je sais que William, t'as fait beaucoup de l'athlétisme avant de faire du hand. Donc Yannick, raconte-nous un peu comment toi tu as commencé le volley, mon petit. Moi, j'ai commencé avec le foot et la natation. J'ai pas du tout commencé au volley au début. Et puis j'ai mon papa qui était président d'un petit club en banlieue parisienne, qui m'a jamais obligé à faire du volley. Mais c'est vrai qu'en ayant un père dans les gymnases assez régulièrement, tu le suis régulièrement, donc du coup j'ai commencé à taper un peu dans la balle vers, je pense, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Putain. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait foot et volley pendant une dizaine d'années en même temps, et puis il a fallu que je choisisse un des deux sports, parce que déjà que j'étais pas très bon à l'école, mais alors avec les deux sports, c'était compliqué, donc j'ai dû faire un choix, et j'ai choisi le volley. D'accord, bon, bijou, hein. Attends, il y a une question avant ça. Est-ce qu'il y a du level aussi à celui qui oublie le plus souvent son numéro de carte bleue? Bon, on va passer sur cette question. On répondra pas. On veut pas connaître la réponse ni qui a fait ça. Donc William, vas-y à toi maintenant. De quoi? Sur comment je suis venu au handball? Bah ouais, gros. J'ai commencé, ça a été mon premier sport. J'ai commencé avec le handball, pareil. Je devais être jeune, hein. Je devais avoir 6-7 ans, pareil. Je m'y suis mis parce que après l'école, je rentrais chez moi. En général, je faisais rien de spécial. Donc j'avais un très bon ami à moi à l'époque qui faisait du handball. Du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer, je vais m'y mettre un peu. Et depuis, j'ai toujours continué. J'ai fait beaucoup d'athlétisme parce que mes parents sont dans l'athlé et étaient des champions d'athlétisme. Donc ils ont quand même insisté pour que j'en fasse. J'en ai fait pendant assez longtemps et j'étais plutôt doué. Et je me posais un peu la question, est-ce que je continue le hand, est-ce que je reste dans l'athlé? Je savais pas trop quoi faire, mais finalement j'ai choisi le hand parce que être avec ses potes, s'amuser, sport collectif, donc je suis resté là-dedans. D'accord, parfait, impeccable. Donc du coup les gars, Yannick, quel bilan tu peux faire un peu de ta saison, puisque forcément avec Cambrai vous montez en élite l'année prochaine, donc ça fait quand même 2-3 ans que vous étiez aux portes et que finalement vous demandiez si vous allez monter, finalement ça sera fait. Quel bilan tu peux tirer par rapport à ton arrivée à Cambrai et aujourd'hui? Je suis arrivé à Cambrai avec cet objectif-là d'essayer de construire quelque chose avec ce club, parce que je savais que c'était un club qui était petit mais qui avait envie d'apprendre et d'évoluer. Donc c'est vrai que ça fait 4 ans que j'y suis maintenant et tous les ans on n'a fait que monter au niveau du classement. Comme tu dis, on n'est toujours pas passé, on n'est pas passé loin à chaque fois des montées, mais on s'est raté souvent sur les dernières marches de playoffs. Et cette année, avec ce qui se passe, du coup, on a fini la saison en tête de la saison régulière. Il restait plus que 2 matchs à jouer. Donc voilà, la Ligue a décidé de nous faire monter. Je ne sais pas si on se fait monter avec des playoffs. On ne le saura jamais. Mais en attendant, je suis hyper content pour le club parce que voilà, il progresse et travaille à côté pour justement réussir à atteindre le plus haut niveau. Voilà. Ouais, magnifique. T'as dit quoi, pardon? Non, rien, j'ai dit. Bon, du coup, ouais, je pense que pour un joueur comme toi qui a connu quand même de grandes victoires et de grands titres avec le Paris Volley, si je ne m'abuse, ça va être quand même quelque chose de fort que d'arriver dans un petit club qui a quand même de réelles ambitions et avec tout ce travail d'arriver à le faire monter en première division, quoi. Ouais, surtout que ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas tous les clubs qui sont à l'écoute de l'expérience de certains joueurs. Enfin, moi, par exemple, avec le passé que j'avais en Liga, tous les clubs ne sont pas à l'écoute et j'ai eu la chance à Cambrai d'avoir cette écoute-là, c'est-à-dire d'essayer d'apprendre de mon expérience
avant et tous les ans essayer de progresser, que ce soit sur le terrain, voilà, aussi la structure du club en dehors. Donc c'était voilà, je m'y retrouve bien et je pense que eux aussi, donc voilà, c'est parfait. Ok, bah impeccable, stop ça. William, et toi, quel bilan tires-tu de cette saison en Biélorussie à Brest? Nous, on a été champion de Biélorussie, resté 6 matchs. Bon, il y a eu l'arrêt du championnat, il restait 6 matchs à jouer et il nous restait 1 ou 2 matchs pour être champion. Donc sur cette décision-là, du coup, on a eu le titre un peu en avance, même si on l'aurait eu par la suite peut-être la journée suivante d'ailleurs. Donc en championnat, on a fait une très bonne saison. On a juste perdu un match contre Nice. Sinon, on n'a rien perdu. Coupe d'Europe, on a fait une Coupe d'Europe. Je pense qu'on aurait eu 2 mois, on aurait commencé la Coupe d'Europe 2 mois plus tard. Je pense qu'on aurait fait quelque chose de beau parce que l'équipe, il y avait 7-8 nouveaux joueurs, donc il y a eu un peu un temps d'adaptation au début. Et c'est vrai que sur la fin de saison, on jouait quand même beaucoup mieux qu'au début de saison ensemble. On a perdu des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Par exemple, je pense au match à Porto où on menait de 7 buts à la mi-temps et on perd à la fin. Montpellier chez nous, où pendant 52 minutes on est devant et Montpellier revient et gagne sur la fin aussi. Donc c'est des matchs comme ça qui nous ont un peu tués sur la Coupe d'Europe. Mais on a fait des très grosses perfs aussi. On a battu l'ancien champion d'Europe, le Vardar, on leur met 10 buts. On a gagné Kiel, qui est une des plus grosses équipes d'Europe, et très peu d'équipes les battent. On a battu Kiel aussi, donc je pense qu'on fait quand même, mine de rien, une bonne saison. Bon, impeccable. Est-ce que vous êtes rentré dans les objectifs du club, au final? Oui, parce que les objectifs étaient de gagner les titres nationaux, donc champion de Biélorussie, on est champion. La coupe, ils ont décidé de jouer la coupe en début de saison prochaine, donc la coupe, pour le moment, de toute façon, moi en tout cas, j'aurai pas le titre, s'il la joue en début de saison prochaine. Il y a la Ligue, la CA Ligue aussi, qui est la Ligue un peu des pays de l'Est, c'est une sorte de mini-ligue des champions qu'on joue aussi. On avait atteint le Final Four, qui était en France, et il y a eu l'arrêt de cette compétition aussi. Donc c'était un des objectifs et on l'a atteint aussi. L'Europe, il n'y avait pas d'objectif spécial, si ce n'est de faire le meilleur parcours possible. D'accord. Bon, ben c'est un peu... Bon, ben... Bonne saison dans l'ensemble, on peut dire, alors. Oui, bonne saison. Oui. D'accord. Bon, ça, t'es content, toi, personnellement? Ouais, ça va. Je fais une saison très correcte. J'ai pris du plaisir. On a fait des gros matchs. J'ai fait des gros matchs aussi. Donc, ouais, je me suis bien éclaté. Je connaissais juste la salle parce que j'y avais joué avec le PSG. Quand je jouais au PSG, on avait joué ici, donc je connaissais que la salle. Je connaissais pas vraiment la ville et les gens et la vie en Biélorussie non plus. Je me suis plutôt éclaté cette saison. Ouais. Allez, impeccable. Bon, on a une question là. Là, ça risque de peut-être prendre du temps. Quels sont leurs palmarès respectifs? Alors, il va y avoir... Bon, est-ce que toi, Yannick, tu peux nous dire dans les grandes lignes un peu ton palmarès, en gros, si tu le connais bien? Oui. J'ai été 2 fois champion de France, une fois vice-champion d'Europe, les super coupes, je sais plus, je compte pas vraiment, mais et 2 coupes de France. Et après, je crois que j'ai 44 sélections en équipe de France, je crois. Wow. Beau palmarès quand même. Beau petit palmarès. Et toi, Willy, toi, ça va être un petit peu plus long, je pense, non? Moi, je suis 3 fois champion du monde, 1 fois champion olympique, 1 fois champion d'Europe, champion de France 9 fois, il me semble, 1 fois champion de Biélorussie, 1 fois champion de Slovénie. J'ai gagné une Coupe de Hongrie, Coupe de France, j'ai dû en gagner 7-8, Coupe de la Ligue pareil, je ne sais plus exactement. Voilà. Bon. Quand tu sais plus, c'est que. Quand tu sais plus, c'est bon signe. Quand tu sais plus, c'est qu'il n'y a plus. Du coup, bon les gars, donc du coup, tous les deux, vous avez beaucoup voyagé et connu beaucoup de championnats différents, forcément par rapport à celui de la France. Pour toi, Yannick, quelle a été ta meilleure expérience, celle où tu
tu t'es le mieux épanoui, où tu as vraiment pensé voir quelque chose d'un peu de différent qui t'a un peu changé, qui t'a apporté quelque chose? Bah, je vais te répondre que toutes les expériences ont été fructueuses dans le sens où tu apprends toujours du pays où tu vas. Enfin, peu importe, il y a des, ma saison par exemple en Turquie, c'est pas hyper bien passé sportivement, mais j'ai découvert un pays et une culture hyper intéressante, hyper cool, avec des gens hyper sympas. Et par exemple, à Minsk, donc on faisait la Super League russe, la vie était un peu plus compliquée, mais par contre, le championnat et les équipes qu'on a jouées étaient très fortes, donc hyper intéressant sportivement. Et ensuite, j'ai fait Porto Rico, où bah là, c'est complètement différent, c'est les tropiques, et c'est vrai qu'on prend plus de plaisir à l'extérieur du sport. Donc c'est vrai que chaque expérience a été hyper intéressante, on va dire ça comme ça. Bon, bijou alors, impeccable. Qu'est-ce qu'il y a, William? Bien dit. D'accord. D'accord. Et pour toi, Willy? Bah moi un peu, je rejoins un peu ce qu'il dit Yannick, parce que c'est vrai que moi en pays étranger, j'ai fait la Hongrie, la Slovénie, la Biélorussie. Très pays de l'Est, hein, très pays de l'Est, William. Ce sont toujours des expériences c'est enrichissant en fait. Le fait de partir, quoi qu'il arrive, ça reste enrichissant, et peu importe la destination, peu importe le club, parce que tout le monde a des cultures différentes, c'est des langues différentes. Donc à chaque fois, j'ai vu de nouvelles choses. Sur les organisations sportives, ça reste quand même assez similaire. Hein. Les clubs ont les mêmes fonctionnements, les choses comme ça. Donc on n'est pas au niveau du sport, du handball pour moi, mais je pense aussi à Yannick au niveau du volley. C'était un peu il n'y avait pas de dépaysement de ce côté-là. Ce qui est dépaysant, c'est sûr, comme je le dis, c'est la langue, ça peut être la nourriture, les habitudes, ces choses-là. Ouais, mais après, j'imagine quand même, pour toi, Yannick, qui est quand même, enfin, qui vient de la France, quand t'es allé à Porto Rico, quand même, ça a dû être un gros dépaysement, quand même. Il est allé en vacances. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une destination, surtout que c'était la période où je sortais un peu de l'équipe de France, et c'est vrai que c'était un choix difficilement acceptable pour certains. D'accord. Parce que tout le monde voyait ça comme dit William, comme des vacances. Alors évidemment, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que le championnat était de grosse qualité. C'était vraiment pour le cadre de vie que j'y allais, et découvrir aussi une nouvelle culture. Donc évidemment que j'ai pas progressé spécialement au niveau du volley en allant là-bas, c'est un choix financier et de choix de vie. Maintenant, je regrette pas du tout. Évidemment, ça ressemble à des vacances, que c'est vraiment magnifique, et si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Mais j'ai fait que 6 mois là-bas. C'est une saison, la saison là-bas dure 6 mois, donc voilà, j'ai pas perdu mon temps. Bon, c'est une belle expérience, quoi qu'il arrive, de toute façon. Allez, Actu Sport, donc du coup... Ah, non. Donc est-ce que si tous les deux, vous aviez l'opportunité peut-être à un moment, aujourd'hui, de revenir un peu en arrière sur votre carrière, ou à une période de votre carrière où vous avez eu à faire un choix, est-ce que vous choisiriez autre chose, ou est-ce qu'à un moment donné vous avez ce petit point de votre carrière où vous vous êtes dit peut-être que là c'était pas forcément le choix le plus judicieux à faire, et peut-être que si j'avais l'occasion je la ferais différemment, ou même si je vous connais un peu tous les deux, vous feriez exactement la même chose. Mais je pense qu'inconsciemment on a tous un peu cette part de nous qui nous dit à un moment donné peut-être que là c'était pas le meilleur choix à faire, ou alors c'était peut-être le meilleur choix mais qui s'est pas passé de la meilleure façon qu'on espérait, quoi. Je préfère écouter William en premier sur cette question, ouais. Ça te dérange pas? Non, vas-y mon petit Willy. Non, moi, franchement, je regrette rien, parce que dans la vie, on prend les bonnes choses, on prend les mauvaises choses, et les mauvaises choses, ça fait avancer aussi, et il faut vivre les mauvaises choses. Donc, tous les choix que j'ai pris, pour moi, ça me construit aussi, pas seulement en tant qu'employeur, mais en tant qu'homme. Donc, moi, je pense que tous les choix que j'ai pu faire ont été bons à chaque moment donné dans
situation à ce moment-là, en tout cas, à chaque fois, pour moi, c'était la bonne solution, je pense. Donc, j'ai pas forcément de regrets par rapport à mes choix. Je suis plutôt satisfait jusqu'à présent de ma carrière. Donc, non, je vois pas. Je me suis déjà posé la question. Je me suis dit que j'aurais peut-être pu signer à Montpellier, notamment. Je suis resté 10 ans à Montpellier. J'ai eu des offres de tous les plus grands clubs en Europe. Et je m'étais posé la question, est-ce que ça serait pas bien que je parte dans tel ou tel club? Et finalement, j'étais resté à Montpellier. Mais non, je ne regrette pas non plus. Ah, bon, mais il a un petit peu botté en touche quand même. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Yannick. Sur quoi? Ouais, je pensais qu'il aurait un peu plus de couilles que ça, mais bon, c'est pas grave. Non, sur quoi? Attends. Juste une question pour Pika, c'est autorisé la coupe de cheveux même en confinement? Baptiste et Gélaire. C'est Baptiste Gélaire qui dit ça? Ouais. Ah bah, quand on a des oreilles comme ça, comment on peut écrire un message pareil? Ah, Dibeta qui dit même avec les meufs, pas de regret. Je pense que c'est une question pour William, forcément. Pourquoi pour William? Moi, je sais pas, comme ça. Non, parce que comme j'ai dit, dans la vie, la vie est faite de bons et de mauvais choix. Je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Je ne parle pas de ma vie privée, désolé. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, écoute, c'est essentiel. Et toi, Yannick, du coup? Si j'ai des regrets, c'est ça? Pas si t'as des regrets, mais peut-être que depuis que tu es arrivé dans un âge un peu plus mûr, un peu plus avancé, que tu as pu réfléchir à certaines choses dans ta carrière et te dire même si sur le coup ça te paraissait un bon choix, peut-être qu'après ça s'est mal passé et peut-être que tu t'es dit peut-être que j'aurais peut-être dû faire un autre choix ou m'orienter vers autre chose, tu vois. Après, comme dit William, sur le moment ça te paraissait le meilleur choix, mais peut-être après que ça s'est mal passé et comme il dit forcément ça t'a apporté quelque chose, on est tous d'accord. Mais est-ce que peut-être il y a une période de ta carrière ou un choix dans ta carrière que tu te dis peut-être à un moment donné merde, j'aurais peut-être dû aller là ou peut-être faire autre chose? Ouais, on peut toujours faire mieux, on peut toujours aussi faire moins bien. Je pense un peu comme William, sauf qu'évidemment, il y a des moments où j'aurais peut-être pas dû réagir à chaud et je pense que ça m'a coûté pas mal de trucs, mais encore une fois, comme William, je regrette pas. Maintenant, peut-être qu'avec un peu plus d'âge, j'aurais pas réagi de la même manière, mais non, je regrette pas spécialement. J'ai vu ce que je voulais voir. J'ai gagné les titres que je voulais gagner. J'ai réussi à aller en équipe de France que je voulais depuis tout petit. On peut toujours faire mieux. Après, j'ai réussi à vivre de mon sport déjà et j'ai surtout, j'ai réussi à vivre aussi à côté du sport et j'ai profité à côté, j'ai réussi à gérer les deux plus ou moins bien, donc j'ai pas de regrets par rapport à ça, même s'il y a quelques trucs que évidemment on aurait pu changer, mais ça à la limite on ne saura jamais. Baptiste qui répond Sinoc aime chocolat. Bon, c'est bien. Après, voilà, comme je dis toujours, l'important c'est de pas avoir de regrets, mais bon, on en a toujours forcément, mais bon, après, voilà, les remords sont toujours plus durs à vivre que les regrets, donc autant profiter au max. Yannick, l'année prochaine, monter en élite avec Cambrai après 3 années forcément donc en division inférieure. Comment se prépare le club? Comment vous vous préparez à vivre cette saison? Comment, par rapport au Covid, on en parlera après. Est-ce que vous vous sentez pleinement armé pour disputer ce championnat qui est quand même assez relevé, quoi? Parce que je le suis depuis pas mal de saisons, donc je vois quand même qu'il y a des grosses équipes. En plus, il y a pas mal d'équipes qui se renforcent pour l'année prochaine. Comment tu appréhendes un peu cette saison? Est-ce qu'elle va être très difficile pour Cambrai? Est-ce que tu sens que vous avez les armes pour vous battre, ou est-ce que est-ce que tu crains peut-être à un moment donné aussi que la montée du Petit Poucet soit compliquée? Ça fait beaucoup de questions, ouais. Mais déjà, c'est la première fois déjà dans l'histoire du club que le club monte, donc c'est tout nouveau pour ce club.
Justement, moi, je vais essayer d'aider par rapport à ça. On va essayer de travailler déjà sur le recrutement pour pas se tromper. Il y a plein de trucs qui se mettent en place au niveau du club. Le fait de monter de Ligue B à Ligue A, déjà rien que le budget. En plus, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas simple pour les partenaires privés surtout. Et donc ouais, ça va être compliqué. Après, évidemment, c'est la première saison, donc je pense que de toute façon, l'objectif, ça sera de se maintenir. Ensuite, avec le marché des transferts qu'il y a en ce moment et le nombre de championnats qu'il y a qui sont pas bien financièrement, il va y avoir des coûts à faire par rapport aux joueurs. Donc, il va falloir recruter intelligemment et surtout, voilà, il faut pas s'enflammer. On va faire une équipe pour jouer le maintien et puis on verra la reprise. Il faudra travailler et être bon. Alors, futur gros match Cambrai 7, ça va parler à Max. Il a peur de 7, c'est sûr, avec Jomel aussi. Ouais, peur de 7 peut-être, mais Jomel un peu moins. Mais oui, ça va parler. J'imagine que ça va parler, mais ça me plaît. C'est le sport, c'est bien c'est le trash, de brancher un peu. Le trash talking. Tant que ça reste dans le respect mutuel. Bon, Willy, pour toi, retour à Aix, retour en France. Donc, qu'est-ce que ça fait de revenir en France après ces quelques années à l'étranger? Un retour à Aix pas simple, de ce que l'on a suivi, forcément par rapport à tous les chamboulements qu'il y a eu à Aix, par rapport à la direction, par rapport aux financiers et tout. On se doute bien que ça a été un choix peut-être qui aurait pu avorter. Voilà, comment tu appréhendes un peu ce retour en France, toi, et comment tu appréhendes cette nouvelle saison en France et qu'est-ce que tu en attends? Déjà, je sais pas vraiment comment ça va se passer parce que là toute la France, le monde, l'Europe et la France est un peu dans le flou, donc pour la saison à venir, je pense que tout le monde s'inquiète un peu et tout le monde se pose des questions et personne ne sait vraiment déjà quand sera le redémarrage et comment ça va se passer. Tous les clubs sportifs vont perdre un peu au niveau économique et financier. Là, pour le moment, en France, les gens sont au chômage partiel, donc jusqu'à quand ça va durer. Bon, ça, on en parlera après, gros, t'inquiète. Donc, non, pour le moment, je suis content de revenir à Aix. C'est un club qui a construit une équipe, qui essaie de construire un projet avec l'ambition de vouloir être européen et de montrer que peut tenir une place en Europe. C'est un club avec une nouvelle arena qui est très belle. C'est des plus belles arenas en France à l'heure actuelle. Que c'est un beau projet. Je suis content d'aller là-bas. J'y vais avec aussi. Je vais rejoindre et retrouver des gens avec qui j'ai joué, comme Samuel Henrubia, Baptiste Bonnefond, Nicolas Clerc, Wesley Pardin. Je vais pas dans l'inconnu non plus. Et en plus, c'est dans la région de là où je suis originaire. C'est à côté de Cannes où il y a ma famille, c'est à côté de Montpellier aussi où il y a mon frère, vers Avignon aussi où il y a de la famille, donc c'est un secteur aussi géographique qui me convient pleinement. Voilà. Bon, tu seras loin de Yannick et moi quand même, tu vois, donc bon, est-ce que ça te convient aussi? Ah, ça me convient très bien, ouais. T'es moins dangereux. Oh là, tout, je sais pas, ouais, je sais pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, ouais, oui, dis-moi. Vous avez des matchs dans le sud aussi, donc vous allez passer. Oui, ça c'est sûr. Moi après Aix, ouais, j'ai un match, j'ai des matchs à Aix, moi. J'aurai un match à Aix, j'aurai même peut-être des stages. Ça va être marrant ça. Donc du coup, voilà. Attends, je voulais poser une question à Yann, du coup. Yann, ouais, voilà. À ton âge, aujourd'hui, revenir en élite, est-ce que c'est un défi particulier pour toi physiquement et est-ce que tu attendais ça avec impatience et comment toi aujourd'hui avec le recul, avec ton âge, parce que tu vas quand même affronter des mecs avec qui t'as été re-affronter des mecs avec qui t'étais très intime, même si je sais que voilà dans le volley tout le monde est très proche, tout le monde se connaît parce que ça tourne beaucoup. Comment tu appréhendes un peu cette nouvelle saison?
c'est dans le polo que les gens sont très proches. Nous, on n'est pas très proches. Menteur, après chaque point, vous faites des câlins. Vous mettez la main au cul après chaque point. Non, Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont très câlins dans le volley. Ils sont très très câlins. Donc ouais, donc comment attends... Oui, question. Yannick, t'es beau comme une aire d'autoroute. Michaela Cambré, la vache. Je me serais jamais attendu à voir Michaela Cambré sur Instagram, les gars. Ouais. Pour en revenir au physique, non, mais il y a plein de passeurs de mon âge avancé en Liga, il faut le savoir, il y en a beaucoup, et dans les plus gros clubs, par exemple à Montpellier, Gonzalez, je crois qu'il se rapproche des 37, 38 ans aussi. Paris, ils ont signé aussi un passeur, Hernan, en espagnol, de mon âge. Je pense que c'est un poste où l'expérience fait beaucoup. Après, pour être honnête, ouais, physiquement, c'est compliqué, le niveau physique est plus important. Mais je suis pas trop inquiet, j'aime bien les défis, donc ça m'inquiète pas trop. D'accord. Toi, William, forcément, un retour de l'étranger après toutes ces années, je pense qu'il y a une certaine pression, une certaine attente sur toi. Donc, comment toi tu l'appréhendes et comment tu penses la gérer? Je me mets pas de pression outre mesure. De toute façon, la pression, je suis avec depuis que j'ai commencé en pro. La pression. Mon premier match professionnel à 17 ans. Et j'ai été quand même titulaire dans la meilleure équipe française très jeune. Donc la pression, je suis quand même géré. Et non, de toute façon, il n'y a pas de pression à se mettre. La seule pression qu'on peut essayer de se mettre, c'est de la bonne pression pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Ouais, c'est fait. Après, de toute façon, on a un contrat professionnel, on essaie de donner le meilleur et d'être le plus performant possible sur le terrain, que ce soit pour donner pour l'équipe ou pour donner aux gens aussi qui viennent nous voir. Les gens payent leur place pour venir voir le spectacle, on se doit d'être performant et de donner aussi un show quelque part. Puis tu as plutôt pris l'habitude de boire la pression plutôt que de la supporter. Comme nous tous. Voilà. Une petite bière après un match. Ça fait pas de mal, on est d'accord. Et même qu'un soda. C'est vrai, j'avoue. Bon, on va parler un peu de l'équipe de France. Yannick, forcément, comme tu l'as dit, tu as été en équipe de France. Tu as vécu pas mal de choses. Quel bilan peux-tu tirer de tes années d'équipe de France et de forcément, comme tu l'as dit, de ce départ après pour Porto Rico à la sortie? Ouais, l'équipe de France, ça s'est fait un peu par hasard parce que je suis tombé dans une génération où il y avait des passeurs en place. Donc je pense qu'il y a aussi une part de chance et de hasard au niveau des blessures et tout ce qui a pu arriver avec ces joueurs-là. Je pense à Pierre Pujol ou à Loïc Lemaré qui à l'époque était en place et bien en place. La Puge. Donc j'ai été convié pour cause de blessures des autres. Donc j'ai eu cette chance d'intégrer l'équipe de France pour une Ligue mondiale, je crois que c'était. Et puis après, avec les résultats, je suis resté, mais c'était surtout parce qu'il y avait des blessés. Et bon, après, j'ai réussi à faire ma place sur le terrain, on va dire. Et quelle a été pour toi la meilleure expérience ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué au final de cette grande période pour toi? Les championnats d'Europe, malheureusement, c'est une finale qu'on a perdue. Donc, je sais que pour le volley français, c'était hyper important. Enfin, pour moi, je calculais pas trop parce que c'était ma première grosse compète. Et on était un peu une équipe surprise de la compète, sachant qu'on s'était pas bien préparé. Il y avait beaucoup de blessures avant. Moi, je suis arrivé au premier match du championnat d'Europe, je connaissais quasiment pas Stéphane Antiga qui était le meilleur joueur de l'équipe, donc c'était particulier, surtout pour un passeur. Et puis on a perdu cette finale alors que je pense qu'on avait on aurait pu la gagner. Malheureusement, ça reste un très bon souvenir parce que c'est une belle seconde place, même si c'est dur de terminer sur une défaite un tournoi comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses depuis du parcours de l'équipe de France et son ascension assez incroyable dans le monde international avec quelques titres depuis et surtout l'explosion des joueurs français à l'étranger? Ils sont monstrueux, franchement, ils ont une génération de dingue. À la fin de mon équipe de France, j'ai croisé Tonuti et Erwin, qui sont maintenant les deux joueurs majeurs de cette équipe de France. On le sentait bien déjà quand on était
été sur les stages que ça allait être une génération avec beaucoup de qualité. Je pensais pas qu'ils allaient être si forts que ça. Tant mieux pour le volley français. Et moi, je suis hyper content parce que ils font parler du volley et c'est grâce à eux tout ça. C'est grâce à eux. C'est parfait pour le volley français, quoi. C'est une belle. Mais après, est-ce que forcément du coup, des bons joueurs français qui développent un certain niveau et qui jouent après dans les meilleures équipes européennes, c'est forcément un atout indéniable pour l'équipe de France, quoi qu'il arrive. Ouais, en France, on va se plaindre que les joueurs français restent pas en France, mais il faut aussi comprendre les joueurs que les plus gros salaires ils sont à l'étranger, que la carrière d'un sportif, et encore plus au volley, où c'est pas des salaires ni de hand ni de foot. Il faut vite prendre de l'argent rapidement quand on peut, donc il faut accepter que les meilleurs joueurs français aillent à l'étranger. C'est pas faux. Toi, William, on va parler de l'équipe de France. Ça va être un peu en demi-teinte entre amour et désamour, malheureusement. Comment tu as vécu cette arrivée à l'équipe de France avec forcément tes 3 titres mondiaux, ton titre olympique, et aujourd'hui forcément comment expliques-tu malgré tes grandes performances en Ligue des Champions dans tes clubs respectifs, comment expliques-tu forcément un peu cette absence de l'équipe de France? On va quand même d'abord parler par le positif. Comment tu es arrivé en équipe de France, comment tu l'as vécu? L'équipe de France de hand a cette réputation et a ce beau fonctionnement de l'alchimie entre les jeunes et les vieux, l'expérience et la jeunesse, une alchimie qui est quand même démontrée depuis pas mal de temps. Donc comment est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? L'équipe de France, j'y suis arrivé à 20 ou 21 ans, en 2009. Ça s'est très bien passé dès le début. En club, j'étais déjà performant depuis un moment et je pense que les résultats, ce que je donnais sur le terrain a payé. J'ai réussi à intégrer une équipe qui en plus c'était quand même pas l'équipe la plus simple à intégrer à ce moment-là parce qu'il y avait quand même les meilleurs joueurs du monde, mais vraiment à tous les postes. Il y a plusieurs joueurs dans cette équipe qui ont été élus meilleurs joueurs du monde, des Thierry Meyer, des Daniel Narcisse, Nicolas Karabatic, Jérôme Fernandez qui était aussi considéré comme un des meilleurs à son poste. Donc il y avait à mon poste à moi il y avait aussi du monde. Donc intégrer cette équipe à ce moment-là en plus c'était quand même très bien. Donc j'ai réussi à me faire une place à part entière et on a eu des très beaux parcours, de très bons résultats, on a gagné beaucoup de titres et donc voilà, ça reste d'énormes souvenirs. D'accord. Donc du coup, du jour au lendemain, forcément, tu n'as plus été appelé en équipe de France. Est-ce que tu as forcément eu des raisons? Est-ce que tu as forcément eu des justifications par rapport à cette absence qui dure maintenant, puisque tu as à peine 30 ans et tu as quand même joué dans des clubs prestigieux comme Cellier, comme Veszprém, qui font quand même partie de grosses locomotives européennes, dans lesquelles tu as fait de grosses performances. Comment, à un moment donné, toi, tu vis ça et comment pas tu l'expliques, mais comment un peu, avec le recul, comment tu vois ça, quoi? Les choses sérieuses. Les choses sérieuses arrivent. J'ai pas d'explication. Je me suis fait le tendon d'Achille. J'étais pris en équipe de France. Je devais aller en équipe de France il y a 2 ans pour la préparation de championnat d'Europe. Et j'étais sélectionné. Je me suis fait malheureusement le tendon d'Achille 10-15 jours avant le regroupement. Et après, derrière ça, en fait, j'ai jamais eu de nouvelles depuis. En fait, j'ai pas eu un message, j'ai pas eu un appel. J'ai même pas d'explication à donner, en fait, parce que je ne sais même pas le pourquoi du comment. Donc, depuis 2009 jusqu'à 2017-2018 en équipe de France, et d'un coup, de même plus le mettre dans des listes de 28, alors que j'ai fait toutes les compétitions avant, c'est un peu frustrant, mais peut-être qu'un jour j'aurai l'explication. En tout cas, pour le moment, je ne l'ai pas, mais je reste toujours sélectionnable, quoi qu'il arrive, et je fais au mieux pour avoir de grosses performances.
Est-ce que tu penses que ton retour à Aix et forcément la régularité de tes performances va peut-être à un moment donné te permettre de revenir en équipe de France avec surtout le changement de staff qui vient d'être opéré? Est-ce que peut-être tu penses voilà que ça peut être bénéfique pour toi? J'en ai absolument aucune idée parce que je vois pas vraiment pourquoi le changement d'un club opérerait sur ce qui doit se passer en équipe de France, parce que ça soit à Veszprém, que ça soit en jouant à l'étranger, Veszprém, Cellier ou ici Brest, les grosses performances, je les fais surtout sur les matchs importants, c'est-à-dire en Ligue des Champions et contre des grosses équipes, contre des équipes comme le PSG, justement contre Veszprém, je faisais des gros matchs contre les meilleures équipes européennes. Donc je vois pas pourquoi ça orienterait plus une place en équipe de France, le fait de jouer en France et Aix-en-Provence, plus que de jouer à l'étranger. Donc j'y vois pas forcément de raison. Et de cause à effet. Si la sélection doit être due à plus de visibilité juste parce qu'on joue en France, alors de toute façon on verra bien comment ça va se passer. Je peux pas prédire ce qui va se passer dans le futur. Bon, en tout cas, on espère tous ton retour en équipe de France et de belles années pour toi en bleu, quoi qu'il arrive. Les gars, on va parler du Covid. Pour toi, Yannick, qui est, si je ne m'abuse, représentant des joueurs pros de volley, c'est ça? Ouais, je fais partie du syndicat des joueurs, en effet. Voilà. Donc on va parler voilà du Covid, de l'impact sur la saison de volley, la prochaine, ses enjeux et comment ça va être surtout dur à gérer pour les clubs, mais aussi dur à gérer pour les joueurs, puisque forcément le communiqué ministériel ne prévoit pas une reprise des lieux confinés, notamment les lieux indoor, avant septembre. Comment tu penses que le volley va être impacté et comment tu penses que le volley français va pouvoir s'en sortir par rapport à ça? Et étranger aussi, parce tu parlais à juste titre de marché étranger dont les clubs vont avoir peut-être un peu plus de mal qu'en France à s'en sortir et qui va être peut-être plus ouvert et plus profitable pour la France, tu penses? Déjà nous au volley en France on est un sport professionnel, par exemple c'est pas le cas en Italie. Donc en France on peut déjà dire que les contrats que les joueurs vont signer c'est des sommes d'argent que les joueurs vont obligatoirement récupérer, ce qui n'est pas le cas par exemple en Italie. Les joueurs ne sont pas professionnels, donc ils ont des contrats, mais si le club décide de ne plus payer les joueurs, il n'y a pas vraiment de recours possible. Nous on a cette chance-là et c'est aussi pour ça qu'on va réussir, je pense, à récupérer pas mal de joueurs de pays par exemple comme les Sud-Américains, les Brésiliens ou les Argentins, parce que eux économiquement ils vont avoir du mal à se relever. Il y a un des meilleurs clubs brésiliens qui a déjà annoncé qu'il repartirait pas la saison prochaine. Donc l'argent va baisser, enfin, tout va baisser, donc les partenaires privés auront moins d'argent à donner pour les associations, donc du coup tout va sûrement baisser. Les fonds aussi publics aussi, j'imagine aussi. L'État va sûrement faire des économies sur des trucs et ça risque de tomber sur le sport. Donc on verra comment ça va évoluer. En tout cas, c'est sûr que plus ça va durer, plus ça va être compliqué pour certains clubs. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu penses pour vous, notamment à Cambrai, est-ce que ça va être vraiment une problématique qui pourrait remettre en question votre participation au championnat, du coup? Non, parce que nous, on a eu l'assurance que tous les partenaires continueraient à nous suivre, continueraient à donner ce qu'ils avaient prévu de donner pour la Liga. Donc on a cette chance-là que les partenaires aient la chance d'avoir les fonds pour justement continuer à soutenir le sport. Ce qui ne sera pas le cas dans tous les clubs. Je pense à Tours qui a beaucoup de partenaires privés. Donc ils vont être impactés. Il y aura obligatoirement un impact majeur. Donc nous on a cette chance que pour l'instant ça va, mais pour combien de temps, je sais pas. Et toi, en tant que représentant du syndicat des joueurs, est-ce que vous avez déjà eu une réunion par rapport à ça? Est-ce que vous vous préparez notamment à des problèmes sur les contrats des joueurs? Est-ce que vous préparez forcément à des problèmes sur certaines équipes où il y a eu déjà, pas des petites tensions, mais des petites alertes par rapport à certains clubs ou certains joueurs?
Nous, déjà, on est en alerte depuis le début du confinement avec justement avec les choix que pouvait faire la Ligue par rapport aux montées, aux descentes, au nombre d'équipes dans le championnat l'année prochaine. Donc, nous, on avait notre mot à dire par rapport à ça. Ensuite, on est là pour protéger les joueurs. Donc, mais le problème, c'est que pour l'instant, je pense qu'on est comme tout le monde, on est dans l'attente de savoir comment ça va évoluer. On ne sait pas si les joueurs étrangers vont pouvoir revenir à temps pour la reprise du championnat. Donc, les contrats, quand est-ce qu'ils vont commencer? C'est plein de questions qu'il va falloir se poser très rapidement. Mais tant qu'on n'a pas de date de reprise officielle et tant qu'on ne sait pas, pour l'instant, c'est difficile d'anticiper. On essaie d'anticiper le maximum de cas possibles. Mais pour l'instant, on est dans l'attente, en tout cas. D'accord. Bon, écoute, j'espère que tout ira bien pour tout le monde. William, forcément le handball, qui a peut-être je sais pas, les reins un petit peu plus solides que le volley en termes d'infrastructure et de moyens, peut-être. C'est pas dit. Voilà, comment toi à l'étranger, forcément à Brest, j'imagine que c'est un peu dur, mais comment toi tu reçois un peu ces échos et cette nouvelle saison avec ton retour en France qui arrive? Est-ce que tu penses que ça va être tout aussi compliqué, tout aussi dur pour le handball français, notamment en termes de championnat? Ça va être compliqué pour tous les sports, je pense. Déjà, tout le monde ne sait pas. Tous les clubs sont dans le flou concernant, comme disait Yannick, les partenaires privés. Donc, chaque partenaire privé va avoir des soucis financiers de son côté aussi. Tous les secteurs vont être touchés, donc ça va impacter aussi notre boulot à nous, parce qu'on dépend beaucoup des partenaires. Donc, les clubs vont tous avoir une chute au niveau économique. Ça, je pense que tout le monde est conscient de ça. Il y a déjà des joueurs qui ont consenti à baisser leur salaire dans certains pays. La France a cette chance de pouvoir payer mine de rien au chômage partiel aussi. Donc on va voir. Même moi, j'ai mon contrat qui va commencer à partir de juillet à Aix, mais est-ce qu'on va commencer en ayant nos salaires normaux? Est-ce qu'on va commencer en touchant le chômage? Personne ne sait encore jusqu'à quand va être cette crise du virus. Donc tout le monde se pose un peu plein de questions, que ça soit dans le volley, le hand. Je pense que après il y a de bonnes nouvelles. Par exemple, je sais que la DNACG, qui est l'organisme qui valide justement si les clubs sont viables pour jouer en première division, je pense qu'ils vont être plus souples et apparemment ils laisseraient jusqu'à 30% de déficit sur les budgets des clubs, mais ça va arriver. De toute façon, les clubs vont perdre, que ce soit 5, 10, 20, 30%, peut-être même plus pour d'autres. Donc, je pense que les gens qui valident les contrats, qui font les homologations et tout comme ça, je pense que tout le monde a intérêt d'être un peu plus souple. On est conscient que ça va être très dur pour tout le monde. D'accord. On va finir avec la réaction du monde du sport, forcément avec l'arrêt de tous les championnats, de toutes les compétitions, de tout ce qu'il y a. On va parler un peu de ce petit sujet d'actu qui fait un peu sourire tout le monde et qui fait beaucoup parler. Forcément, tous les championnats ont terminé sur la base du classement de la dernière journée. Alors pour vous logique, pour vous difficile, bon pour tout le monde c'est normal parce que tout le monde parle de santé, mais sérieux, après forcément comparé à certaines équipes, hormis le PSG au handball qui avait tellement de points d'avance qu'ils ne pouvaient être rattrapés, et certains autres, la plupart des championnats ont décidé de donner saison blanche. Malgré ça, dans le football, il y a une petite polémique aujourd'hui qui s'installe avec Jean-Michel Aulas qui va multiplier les recours auprès de la LFP parce qu'il s'estime avoir été floué et que comparé à son calendrier, il avait la possibilité de faire mieux que 7e. Donc c'est une question pour mon petit Yannick Bazin qui adore le foot et qui est pour le PSG. Donc toi un peu comment tu réagis par rapport à ça, quoi? C'est Jean-Michel Aulas. Je pense que après, de toute façon, quoi que la fédération et la ligue aient décidé, de toute façon, il y aura toujours des déçus, donc il y aura toujours des recours. Après, parce que Jean-Michel Aulas, évidemment, il essaie de protéger son club, c'est un manque à gagner énorme de ne pas jouer la Champions League. Donc, il va essayer de se faire dédommager, mais il tente. Après, c'est dommage je trouve ça dommage, surtout qu'on parle d'argent, alors que pour l'instant, ce qui est important, c'était plus la santé des joueurs et
le président de Montpellier l'a très bien dit, alors que lui aussi, ça le désavantage, ce classement-là. Voilà, il faut privilégier la santé des joueurs avant de penser aux finances d'un club, même si pour certains, ça va être un désastre. Mais je pense pas que Lyon va si mal s'en sortir que ça. Donc du coup, j'ai pas suivi au niveau de la LFP, ils ont déclaré un champion ou pas, je crois. Ou pas, non? Le PSG est champion, évidemment. Évidemment. T'es content, toi? Bien sûr. Bon, et toi, j'imagine que William, te connaissant, tu as peut-être un avis un peu plus en retrait. T'en bats peut-être un peu les reins, toi, de ça. Ou alors, comment il connaît rien au foot, lui. Non, mais c'est même pas une question de foot ou d'autre chose. Faut que les décisions soient équitables pour tout le monde. Après, comme tu dis, si t'as une équipe qui a 20 points d'avance et qui même au niveau comptable n'est pas championne encore, mais tout le monde sait qu'il y a une coquette championne, pour moi, c'est justifié. Après, tout le monde veut défendre forcément, tout le monde veut défendre sa gamelle, et je pense que il y a des choses qui jouent au niveau économique derrière, hein. Il y a des partenaires qui s'engagent parce que justement, on leur vend un projet avec l'Europe. Il y a des choses qui tournent autour de ça, donc chaque chose est importante, et forcément que quand on est président d'un club, on sait tout ce qu'il y a derrière. Donc Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui est très loin d'être bête, hein, malgré qu'il fasse beaucoup parler en ayant toujours son mot à dire. C'est quelqu'un qui mène sa barque comme personne dans le foot français, et s'il le fait, c'est qu'il a ses raisons aussi, hein. Je pense pas qu'il le fasse parce qu'il a envie de casser les pieds à tout le monde. Donc après, ouais, je pense forcément la santé avant tout, mais la santé, mais il essaie de faire vivre son club au mieux possible. C'est un passionné, donc ça on peut pas lui retirer. Ça a un petit côté pris pour Lyonnais. Hein. Toi, en tant que Parisien, Yannick, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? J'en ai rien à foutre des Lyonnais. Non, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que je suis très content que Lens monte en première division. C'est vrai, Lens. C'est pour moi le meilleur public de France de loin, et je suis hyper content qu'il monte, même si, encore une fois, c'est pas sportivement. Mais je suis hyper content pour le peuple nordiste qui attend ça depuis hyper longtemps. Ouais, du coup, ça va te permettre d'aller voir des matchs à Lens, quoi. Ça va être chaud. Ouais, en plus, c'est hyper sympa. Je le conseille à tout le monde, hein, d'aller voir des matchs à Lens. C'est vraiment quelque chose. Moi qui suis pro-parisien et qui aime l'ambiance à Paris, franchement, Lens, c'est vraiment monstrueux, et il n'y a pas à dire. C'est le meilleur public de France, loin. Est-ce que tu vas faire comme dans Bienvenue chez Esti? Est-ce que tu vas te mettre dans le virage nordiste à chanter le truc, c'est qu'à Lens, ils sont pas que dans les virages, ils sont partout, en fait. Donc forcément, on va peut-être voir une photo de toi avec l'écharpe de Lens, quoi, l'année prochaine. Il y a des chances, et puis en plus, je connais la musique par cœur des corons, donc tout va bien. William... Ne la chante pas, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire. C'est bon. Allez les gars, on va finir par un petit jeu sympa, qui s'intitule Qui est le plus. Donc forcément, je vais dire une affirmation de qui est le plus de vous deux, ça va être une question. Et entre vous deux, soit, donc William, pour toi, Yannick est au-dessus de toi. Yannick, pour toi, William est en dessous de toi. Donc avec le doigt, vous allez désigner l'un ou l'autre par rapport à cette affirmation. Et si vous pensez que cette affirmation vous désigne, vous pouvez vous montrer forcément du doigt. Et s'il y a une égalité, en tant qu'arbitre impartial, je départagerai. Voilà, exactement. Attends, William, il est en bas pour moi, c'est ça? Ouais, pour toi, William est en bas. Donc soit tu te montres à toi si tu penses que c'est toi, soit tu le montres à lui si tu penses que c'est lui. Et en cas d'égalité que vous montrez tous les deux, ce qui va arriver, c'est sûr, je départagerai l'un et l'autre. C'est bon? C'est bon. Allez, on finit sur ça. Alors, qui est le plus coquin? Match nul? Ouais, franchement... Non. Ouais, moi je dirais match nul sur ça. C'était la première question piège, j'avoue. Pour ça. C'est ça? Tu nous attaques direct avec tes questions aussi. Non, mais... Ben, celle-là, la première, j'avoue, elle était réfléchie. Qui est le plus stylé? Ah. Ouais, même moi, je suis pas sûr, hein, parce que je me considère pas vraiment comme stylé. Ici, des Mais là, actuellement, avec sa coupe de cheveux, ouais, je suis plutôt
d'accord, bon, William. Qui est le plus geek? Ouais, je pense, moi. Ouais, je pense aussi, ouais. Qui loot le plus? Qui est le plus séducteur? Aïe. Bah, moi, plus maintenant, mais je pense William quand même. William, quand même. Qui est le meilleur danseur? Ça doit pas briller à tous les étages. Moi, je peux passer pour l'un ou pour l'autre. Ouais, le niveau est très léger. Alors, qui est le plus gourmand? William. Qui est le plus canard des deux en couple? Qui est le plus ordonné? Ouais, c'est William, c'est sûr. Ouais, cherche pas, mec. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, c'est sûr. Gros, c'est toi. Chez lui, c'est plutôt bien rangé aussi, donc je sais pas. Ouais, mais toi, t'es au-dessus. Toi, t'es maniaque, toi. Toi, t'es maniaque, gros. T'es maniaque, toi. Bon, qui est le plus bordélique? Bah, du coup, moi, je pense. Ouais. Celui qui dépense le plus d'argent. Ça, c'est pas mal aussi. Par rapport à ce qu'on a ou par rapport Non, ça dépend des périodes. En général, allez, en général. En vacances, moi, je pense. Qui est le plus dépensier des deux, allez. Ah, je pense que c'est moi. Allez. Bah, je pense William aussi. Ouais. Qui dort le plus? Bah, je pense que c'est moi. Ah. Ouais, mais non, ouais, moi je pense que c'est Yannick aussi. Ouais. Ouais, Je pense aussi. ouais, je pense aussi. Parce que le mec, il se tape des siestes H24 avec son chien, donc... Ouais, parce que quand je reçois des messages, des fois, à 3h du mat, dès que je suis dans mon lit, c'est vrai. Qui est le plus intelligent? Ouf. Bah là, ça va pas bien ou non plus. Allez, bon, allez, égalité. Qui est le meilleur en français? Égalité. J'ai jamais été très bon à dicter, mais j'ai progressé. Bah, les deux, on est meilleurs que toi, c'est sûr. Ouais, ça c'est pas dur en même temps, y a pas match. Y a pas match. Qui a le plus mauvais caractère? Là, j'ai déjà mon idée sur la question. Moi, j'ai un mauvais caractère. Après, Ouais. qui a le plus mauvais entre nous deux? Ouais, moi j'aurais plutôt un... Ouais, c'est pas les mêmes. Ouais, mais j'aurais plutôt un penchant pour Yannick quand même. C'est celui des deux qui peut vriller le plus facilement et le plus vite quand même. Ah oui, ça oui. Qui est le plus mauvais perdant? Zabou oui, mais moi aussi je l'avais, regarde, oui, c'est lui, il est lui, là, c'est qui est en bas, c'est lui. Là, je suis désolé, non. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Allez les gars. Encore une preuve, tu vois. Allez, c'est ça. Les amours. Qui est le plus romantique? Ah, je parierais sur Willy quand même. Hein. Je parierais sur William. Ouais, je parierais sur William quand même. Qui est le plus fort? Ah, je pense qu'il y a match là quand même. Même si l'autre c'est un animal, je pense que... Le plus fort à quoi? Ah, le plus fort des deux. Si on fait un petit concours de... Je pense que je dois être un poil plus fort. Pas tellement plus, mais... Allez. Qui est le plus drôle? Ouais. Bah, même si William est très drôle, j'avoue qu'Yannick est un petit peu au-dessus. Qui est le plus feignant? Moi, je dirais. Toi, tu dirais... Moi, je dirais William aussi. Ouais. Qui est le plus susceptible? Zabou. Qui est le plus sociable? Ouais, Yannick. Ouais, peut-être, ouais. Qui est le plus passionné de sport? Yannick? Ok. Ben voilà les gars, c'était super marrant. Voilà, ça fait une petite heure. Il reste 30 secondes.
Donc voilà, parfait, impeccable. Les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un super live. Merci beaucoup. Il y aura, je le mettrai en story en direct. Comme ça, tout le monde pourra le revoir. Mon frère, il a dit, c'est pour des manèges ou quoi? Ingrid, est-ce que tu baises? En effet, c'est Willy, avec Gladels. Voilà. Bon les gars, je vous fais plein de gros bisous. Merci de tous avoir participé à ce live et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.